En ce moment, il y a une urgence. Vous savez, quand quelqu'un est en retard, il ne danse pas, il court. Je crois que nous devons courir à la démocratie. Effectivement, nous devons courir dans ce pays. Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse baser le développement de ce pays sur les mensonges. Parce que le président de la République, en créant l'Union sacrée, avait dit c'est pour répondre aux désirata de la population. Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement Sama Lukonde a répondu à cette mission? C'est maintenant au président de la République de regarder la situation socio-économique du pays, de se dire, Sama Lukonde aujourd'hui avec son gouvernement, au regard du bilan inexistant, je dis à M. Sama Lukonde, je le remplace plutôt à quelqu'un d'autre, ou bien je remplace certains membres du gouvernement dans le ministère clé de la vie nationale. Tout ce qui peut ennoblir l'homme, tout ce qui peut faire sortir l'homme de la pauvreté ou de la précarité, c'est le travail. Mais quel est le taux d'investissement dans le budget de l'État? Vous pouvez déjà estimer. Vous allez voir si le peuple peut attendre quelque chose de cet investissement-là. Nous, le vrai péché qu'on a fait ici, on n'a pas enseigné aux Congolais la gestion de l'entreprise. On a enseigné aux Congolais uniquement la gestion de la sphère publique. Pas des avancées significatives qu'on peut dire que voilà, depuis que Sama Lukonde est là, voilà tel aspect de notre pays ou bien de notre situation socio-économique qui évolue normalement. Et donc, parce qu'on juge un gouvernement par rapport à ses actions, par rapport à de telles actions. Il faudrait qu'on puisse faire des réformes et il faudrait que l'État congolais puisse intervenir sur le marché. C'est-à-dire que les éléments qui étaient à leur disposition n'étaient pas fiables. Ou soit c'est un problème des données, ou soit c'est un problème des animateurs. Et je crois qu'actuellement, même les animateurs posent problème. Voilà. Donc la pauvreté en République démocratique du Congo il touche même ceux qui travaillent. Ça fait qu'ils travaillent, le revenu ne fait pas face avec la vie réelle. Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre émission Carte sur table de ce week-end. Nous parlons bilan à Sama Lukonde. Est-ce ça a inspiré le Congolais comme il l'avait annoncé dans son programme devant l'Assemblée nationale? Sama Lukonde qui avait promis au moins que pour cette occasion, le gouvernement va s'intéresser à la diversification de l'économie, la lutte contre la corruption. Il a aussi la pauvreté qui était parmi les priorités de Jean-Michel Sama Lukonde. À cette occasion, de faire la RDC une année après. Quel bilan peut-on dresser de la mise en œuvre de ce programme sur le plan socio-économique? Nous allons en discuter sur l'émission Carte sur table de cette soirée. Je reçois sur ce plateau à ma gauche Ben Tchabola, économiste estériste, aussi entrepreneur congolais. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Takizala Mathieu, vous êtes aussi économiste et en même temps entrepreneur congolais. Bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Alors, on commence avec vous. Bilan en Sama Lukonde. D'abord, en globalité, comment vous jugez le bilan du Premier ministre? Cher Tchamala, vous savez que le gouvernement de Sama Lukonde, on l'a intitulé gouvernement de guerriers parce qu'il y avait des frustrations sociales dans le territoire congolais. À l'époque, on avait un choc qui venait dans le secteur sanitaire, mais qui avait frustré l'économie, qui continuait toujours à frustrer l'économie. Logiquement, moi, quand c'était un technocrate qui venait au bord de l'entreprise, j'ai cru que notre compatriote devait virer vers l'entreprise. Mais bizarrement, 12 mois après, on voit qu'il n'y a pas vraiment de signaux du côté de l'entreprise et les frustrations restent. Mais ce qui a amplifié encore la chose, nous avons encore une deuxième crise qui est majeure, c'est des ruchos ukrainiens. Et les mesures d'accompagnement autour de l'entreprise et autour de ménages sont timides. Je crois qu'aujourd'hui, on n'inverse pas le chômage en République démocratique du Congo. Et ce qui est encore, vous savez, pendant ces périodes de Sama Lukonde, nous voyons qu'il y a beaucoup de forts mouvements de migration inter-province. Il y a le Kasaï avec le Katanga, il y a le Bandundu avec le Kinshasa, il y a toutes les provinces qui se vident, or que logiquement, la logique économique veut que le système se fait même dans la partie rurale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un entonnoir de l'économie congolaise qui manque beaucoup des éléments. Les défis sont dans tout le secteur.
Or, comptablement, lui, comme gestionnaire, il ne pouvait même pas accepter d'avoir un gouvernement de 56 ministres, vu les ressources. Parce que normalement, il fallait donner de l'argent dans les autres secteurs pour... En général, on dit toujours ici, diversifier l'économie. Mais il ne faut pas que ça reste des slogans. Il faut quand même que les acteurs sectoriels soient accompagnés et compris sur le territoire. On va en parler. On va entamer la diversification de l'économie de la RDC. Ben Tchabola, gouvernement Sama Lukonde, comment d'abord vous, en globalité, vous jugez le bilan de ce gouvernement, une année après, un gouvernement qui était appelé de Warrior? Il s'est assigné 5 objectifs à poursuivre et axé sur 60 actions. Ah oui. Actuellement, si nous devons juger ce gouvernement une année après, il y a d'abord, on pouvait d'abord fixer les choses sur le temps. C'est-à-dire quand il a été introduit par le Parlement, il s'est assigné 5 objectifs, comme je le disais, mais il a trouvé des problèmes, des défis sérieux sur terrain. Il y avait, comme venait de le dire mon co-débatteur, il avait des problèmes sociaux qui frustraient déjà. Alors, lui, en venant, il devait amener des solutions sur terrain, mais malheureusement, nous avons constaté que le problème persiste. Non seulement que ça persiste, mais il s'ajoute encore d'autres problèmes issus des crises ukrainiennes. Ce qui fait que il avait déjà. Nous sommes en train d'analyser une année de Sama Lukonde comme Premier ministre. Il y a des défis au niveau du gouvernement, il y a des défis au niveau de province, il y a des défis au niveau politique. Et tout cela mis ensemble, le résultat est tellement timide qu'on pouvait dire aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. La bonne intention est là, mais on ne peut pas s'arrêter juste sur les chapelets de bonnes intentions. Il faudrait que sur terrain, qu'on puisse sentir qu'il y a un gouvernement qui prenait des mesures pour résoudre le problème sociaux. Est-ce que vous pensez, parce que vous dites qu'il y avait tellement de bonnes intentions de la part du gouvernement Sama Lukonde, avec ces 5 priorités qu'il s'est donné comme luttant pour au moins donner le plaisir à la population congolaise, mais on parle qu'il y avait un budget de 5 milliards ou 4 milliards qui n'arrivait pas à aider que Sama Lukonde puisse au moins atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup de rumeurs dans ce sens-là, mais la réalité sur le terrain, c'est un autre fait. Quelle est la réalité? On peut analyser les faits par exemple sur la diversification de l'économie congolaise. Nous savions tous que notre économie était extravertie et que nous sommes basés que sur le secteur primaire, c'est-à-dire que l'extraction des matières premières et leur vente. La diversification, ça voulait dire qu'ils pouvaient développer les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que des industries moyennes qui pouvaient produire, c'est-à-dire transformer d'abord la matière première et produire un PIB conséquent par rapport à nos ententes. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Il s'est appuyé plus sur le troisième secteur, qui est le secteur des services, plus avec la communication, donc avec les sociétés de communication. Mais cela n'était pas suffisant. Ce qui était plus important pour changer la donne, parce que le problème, c'est qu'il y a des détériorations de balance de paiement. On achète plus à l'extérieur qu'on en produit à l'intérieur. Donc, sa diversification devait se baser plus sur la motivation des petites et moyennes entreprises pour permettre à transformer des matières premières sur place et avoir une valeur ajoutée sur le produit ajouté. Alors, qu'est-ce qui a manqué, Ben Tchabola, qu'est-ce qui a manqué au gouvernement actuel? Est-ce que ce sont deux idées qui manquent pour au moins passer à la diversification de cette économie de la RDC? Parce que on parle toujours que notre économie est extravertie, comme on l'a toujours annoncé. Et que faire? Est-ce que nous allons rester toutes les années à en parler? Nous avons une économie extravertie, ou bien il faut au moins changer les donnes pour au moins refaire une économie à notre manière? Effectivement, on devait changer la donne pour nous permettre
de réorienter notre économie et faire de notre économie une économie mondiale, je peux, puisque rien ne manque ici. Et aussi stable, hein? Moi, je pense que le problème, c'est qu'il a dessiné son programme sur base des données qui n'étaient pas fiables. Les données étaient biaisées. Le gouvernement Sama Lukonde. Effectivement, les données étaient biaisées. Parce que je prends, par exemple, un domaine bien précis, dans la sécurité. Nous devions combattre les groupes rebelles qui combattaient à l'est du pays, mais en voulant les combattre, on devait, l'état-major général, les services de renseignement devaient lui donner les bases, les éléments basiques qui pouvaient lui permettre de dessiner ou bien de trouver des solutions par rapport à ce problème-là. Mais nous avons constaté que ce problème, même si on a fait on a établi comment on appelle ça encore, les gouverneurs qui sont devenus militaires et tout ça, pour permettre c'est-à-dire au gouvernement de bien faire les choses. Non, il y a un terme. Ils ont mis en place l'état de siège. Mais est-ce qu'ils avaient des données fiables sur le terrain? Je ne pense pas, parce que le problème persiste une année après. Le problème persiste. Non seulement il persiste, mais en chassant le lion, il y a le léopard qui est né aussi. Donc le M23 est en train de sévir de l'autre côté et on n'a pas encore une solution militaire. Alors, je pense que c'est dans la conjugaison de solutions qu'on devait peut-être, dans la conjugaison des efforts, sur base des analyses et des données disponibles, qu'on devait trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème-là. Il ne faudrait pas tout simplement que ce soit un problème militaire, de moyens militaires. Il fallait aussi qu'il y ait un problème régional et des analyses politiques qui pouvaient nous amener à subsidier ce problème-là. Ok, on va revenir avec vous pour dire un mot de la fin sur cette question de la diversification de l'économie. Takizala, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour un peu diversifier notre économie? Parce que ça choque au moment où on connaît déjà que ici au Congo, en priorité, on a des étrangers qui sont tellement trop favorisés, hein, République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez que ce sont des étrangers qui maintiennent l'économie en République démocratique du Congo? D'abord, l'économie dans ce pays, ça se fait dans ce qu'on appelle le secteur marchand et non marchand. Les non-marchands prennent beaucoup de l'espace aujourd'hui à la République démocratique du Congo, tout ce que nous appelons l'institutionnel, l'administratif, tout ça de suite. Quand vous regardez tout le budget que la République démocratique du Congo vote, logiquement, plus de la moitié part dans ce qu'on appelle le fonctionnement, l'investissement, ne prend même pas 15% de la loi de finances. Alors, et quand vous voyez aussi beaucoup sur le Congolais, on parle plus du budget de l'État. Et on ne conjugue pas que l'État, il y a aussi la partie marchande qui peut jouer ou le chiffre d'affaires des entreprises. Ça signifie qu'il fallait apporter des améliorations sur l'espace public. C'est pour ça la mission qu'on avait assignée à Sama Lukonde. Normalement, il fallait d'abord réforme, par exemple, dans l'industrie bancaire, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, le financement, pour le trouver en République démocratique du Congo, c'est extrêmement difficile et que les entreprises congolaises ont de plus en plus du mal. Il n'y a pas de banque à capitaux congolaises. Et bizarrement, c'est pour ça que vous voyez que qu'est-ce qui s'est fait sur le terrain. Vous allez voir que les établissements qui sont accompagnés avec leurs institutions financières des communautés étrangères essayent un peu de jouer la carte de l'économie en République démocratique du Congo. Ok, nous, du côté congolais, comme nous ne sommes pas accompagnés avec une logique financière, c'est pas lisible. Il fallait aussi bien établir le frontière entre la petite entreprise et la grande entreprise. Il fallait aussi établir le frontière entre le fournisseur et le détaillant. Il fallait aussi faire des éclairages autour de la douane de la République démocratique du Congo. Il fallait créer des niches, il fallait créer des zones franches, parce que le logement professionnel en République démocratique du Congo, c'est tout un problème. Le subvention autour de l'économie est quasi inexistant. C'est dans ce terrain-là qu'on attendait Sama Lukonde. Il y a beaucoup de plantations. Il n'est pas passé par là. Mais non, les réformes, citez-moi des à caractère économique. Vous comprenez qu'il n'y en a pas. Vous trouvez quelque chose où le passif est supérieur à l'actif,
qu'est-ce qu'on fait? Il fallait aussi apporter des éclairages autour des entreprises de portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on les garde toujours comme canard boité en nommant des gens par ordonnance présidentielle? Ça, il y avait beaucoup de choses. Il fallait qu'il essaye de réadapter par rapport à l'économie du XXIe siècle. Il fallait, aujourd'hui, c'est de plus en plus du mal d'avoir des grands chefs d'entreprise congolais qui s'expriment même dans le marché local. Et puis l'économie, c'est quoi? Le balance est derrière. Nous subissons, ça finit que 90% des échanges viennent des autres économies. Par contre, localement, nous sortons même pas 40% pour atteindre les autres économies. Logiquement, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans le gouvernance de Sama Lukonde? C'est nous montrer uniquement les réajustements avec les institutions de Bretton Woods. Mais le socle à l'intérieur, ça devait être des acteurs sectoriels. Il fallait aussi faire des réformes, par exemple, dans ce qu'on appelle les institutions d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Nous parlons tant qu'on a une ressource humaine, mais elle n'est pas rodée. Elle doit être rodée autour de l'entreprise. Ça devait être aussi l'étouffement du secteur privé, du secteur informel. Ça, vous voyez que... Et puis, la politique énergétique de la République démocratique du Congo. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous tournons uniquement à 90% autour du fossile, qui soit et les institutions et le marchand. Donc, on ne gagne pas en maturité économique. Et puis, qu'est-ce qui manquait encore à Sama Lukonde aujourd'hui? C'est d'être clair avec ce que nous appelons le bureau de passation de marché public. Ça, de ce côté, c'est aussi flou. C'est fait que les vraies entreprises n'arrivent pas à avoir le carnet de commandes. Les pseudo-entreprises gagnent le carnet de commandes. Et quand vous regardez dans le bassin des passifs, la démographie des chômages reste toujours. Et ça se voit même dans le riz. Vous voyez que les gens, comme ils ne trouvent pas là où ils peuvent travailler, le peu d'entreprises que les Congolais ont monté, c'est extrêmement difficile. Il fallait que l'Institut statistique retourne au travail pour nous dire, territoire par territoire, combien des entreprises le Congo en a aujourd'hui, combien des entreprises le Congo doit créer dans 10 ans, et ces entreprises que nous avons aujourd'hui du bord privé, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Et il fallait créer une banque publique d'investissement avec une branche cautionnaire qui va accompagner les entrepreneurs. Il fallait créer du vrai public privé. Aujourd'hui, nous voyons que quand on achète pour l'État, on ne sait pas quelle est vraiment l'entreprise qui achète pour l'État. C'est-à-dire sur ce point. Donc, je crois que sur ce point, lui entendre n'a pas reçu totalement. Mais oui, mes chers compatriotes, et quels sont les éléments? Il fallait avoir des éléments en face. Il a acheté, je peux vous donner l'exemple. Ils ont acheté il n'y a pas longtemps les palissades pour nos compatriotes députés et sénateurs. Pourquoi on n'a pas changé le modèle économique? Pourquoi acheter? Pourquoi on n'a pas créé, par exemple, l'interface telle que spécial autogarage? Ça devient le loueur des institutionnels. Et qu'à chaque fois que l'institutionnel a besoin de véhicules, il le loue. Et voilà, pourquoi on n'a pas cautionné, pourquoi on n'a pas cautionné que ces achats de des entreprises de production par rapport à peut-être faire des entretiens ainsi de suite. Ce n'est pas mais que oui, mais la production, vous savez les 12 mois que Cher Sam a fait, et rien que les entretiens du bord de l'État, si on le distribuait d'une façon rationnelle aux entreprises dans le territoire congolais, on pouvait créer plus d'emplois. On devait avoir, le Congo devait être représenté avec ses enseignes. Aujourd'hui, le Congo n'est pas représenté avec ses enseignes. Maintenant, nous nommons à chaque fois de plus l'économie. Il faut qu'on innove en République démocratique du Congo. Alors, je termine avec vous sur cette question de la diversification de l'économie. Est-ce que, Ben Tchabola, est-ce que ça cause un peu un problème lorsque nous voyons que la République démocratique du Congo, surtout ceux qui font de commerce, n'arrivent pas au moins à faire l'essentiel? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même si quand vous partez au marché, vous allez voir que même production comme ces gens qui partaient vers Chine, Dubaï et Turquie n'arrivent pas encore à faire leurs commandes comme c'était d'habitude, parce que les données ont changé sur le plan mondial aujourd'hui. Et est-ce que la RDC était d'abord préparée dans de tels genres d'événements? Nous étions partis sur base d'une crise sanitaire de Covid-19. Donc il avait déjà embrassé dès son entrée. Donc il y avait déjà des priorités qui s'étaient assignées, qui devaient absolument atteindre sur le plan économique. Changer la donne,
des importations. Donc améliorer la balance de paiement était très stratégique, parce que c'est sur base de cela que nous pouvons améliorer la valeur ajoutée à l'interne. C'est-à-dire que nous nous basons que sur les importations. Et dès lors qu'il y a un choc à l'extérieur, ça nous atteint directement, parce que nous vivons en majorité par des importations. Ce qui fait que dès qu'il y a des problèmes à l'extérieur, ça peut que nous atteindre. C'est comme ça que les commerçants qui importent à l'extérieur importent aussi le taux élevé du prix, qui a comme impact sur le prix interne, qui crée ce qu'on appelle l'inflation. Donc c'est une inflation importée. À chaque fois qu'ils ont un décalage entre les entrées et les sorties, le gouvernement n'est pas à mesure de combler cela pour leur permettre de booster leur activité. Donc il n'y a pas ce soutien-là du gouvernement à l'interne aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de faire face à des chocs extérieurs. À cela, on doit ajouter encore un autre choc qui vient de la crise, donc de la guerre qui est en Ukraine. Qui a d'impact sur le pétrole, qui a l'impact sur le produit agricole, par conséquent l'impact sur le produit alimentaire. Pourtant, nous importons tout. Nous ne produisons pas à l'intérieur, ce qui fait que tout ce que nous importons aussi un taux élevé d'inflation. C'est ce que nous avons constaté ici, qu'on le dise clairement, que même si on parle des réserves d'échange dans notre pays, mais nous n'avons pas un matelas suffisant pour faire face à ce décalage-là, afin d'absorber l'inflation. C'est ce que nous avons constaté sur le marché. Donc il y a un taux élevé de prix de biens et services sur le marché. Et même dans le secteur de travail, si on laisse les syndicats main libre à imposer leur prix, donc le salaire. Aujourd'hui tout le monde serait en chômage. Non, en grève. Parce que c'est plafonné. Mais si on doit les laisser fixer leur prix, dans ce sens-là, parce que le salaire, c'est aussi un prix de service. Ça va exploser et puis tout le monde serait en grève. Donc, sur ce plan-là, seulement que sur le plan économique, il y a déjà des problèmes très sérieux qu'il faut relever. Il devait y avoir des réformes qui peuvent l'aider à transvaser le secteur primaire en secteur secondaire et des secteurs secondaires en secteur tertiaire. C'est à la conjugaison de ces trois facteurs-là qui peuvent le permettre de produire à l'intérieur et faire face à des importations et améliorer la balance des paiements. Tout se base sur la balance des paiements. Le taux de change, le prix des biens et services, le prix du travail et les importations, tout c'est dans cette cagnotte-là qui est la balance des paiements. Donc, c'est le moyen qui nous permet d'acheter à l'extérieur par rapport à ce que nous produisons à l'intérieur. Donc, nous achetons plus que nous vendons à l'extérieur. Cette détérioration-là s'impacte sur notre monnaie. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. Parmi le point que Sama Lukonde, on a parlé la diversification de l'économie. On parle un peu de la lutte contre la corruption qui était aussi de bataille du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, on peut parler un peu de la lutte contre la corruption comme une démarche vers la réussite? Le gouvernement possède beaucoup d'instruments pour lutter effectivement contre la corruption. On a déjà ligé avant. Mais nous avons un seul instrument qui est hautement politisé d'ailleurs. Mais si nous devons juger les résultats sur terrain, nous voyons que il n'y a rien, en fait. On n'a pas de résultats escomptés. Comment vous dites qu'il n'y a rien? Parce qu'on va dénonciation tous les temps, lutte contre un peu. Le dénoncer, ça ne freine pas cette corruption-là. Ça ne récupère pas non plus la situation. Il y a des vols, il y a des cas de vols que nous connaissons, qui sont passés par les cours et tribunaux, dont on a relâché on peut parler, c'est un problème de justice. Donc, la justice n'arrive pas à aider aussi ces institutions. Moi, je pense qu'il fallait multiplier, mettre en œuvre
tous les outils susceptibles de lutter contre la corruption. Il n'y a pas que l'IGF. Il y a le cours comment on s'appelle encore? Le cours des tribunaux. Le cours des tribunaux est bien sûr, mais il y a aussi la Cour des comptes. La Cour des comptes. Pourquoi on ne peut pas mettre au service de l'État un cours qui existe déjà, qui a tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler? Pourquoi on ne peut pas le mettre en contribution par rapport à l'IGF? Pourquoi il n'y a que seulement l'IGF? Est-ce qu'ils font librement leur travail? Parce que même si vous parlez de cours de compte, oui, mais le travail est tellement immense qu'il ne faudrait pas laisser au seul IGF pour faire. C'est tellement immense. Ils doivent travailler en amont pour freiner les éventuels vols et corruptions. Ils doivent travailler aussi en amont pour permettre à ceux de récupérer tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle trop de l'IGF par rapport au cours de compte? Moi, je crois qu'il y a une sensation un peu politicienne qui fait qu'on parle un peu de qu'on puisse plus parler de lui, mais c'est plus un problème de propagande plus d'une technicité sur le terrain. Parce que en toute réalité, le résultat escompté n'est pas réalisé. Ok. Takisala, lutte contre la corruption. Vous venez de suivre Ben Chabola qui a dit au moins il faut qu'on puisse mettre en œuvre toutes ces institutions-là qui sont là à l'appui, qui font leur travail pour lutter contre la corruption. Comment vous voyez d'abord? Est-ce que l'essentiel c'est dénoncer, on dénonce des gens, on voit des fois on accuse que la justice n'arrive pas à faire bien le travail, à aider à ceux qui dénoncent ceux qui sont les corrupteurs et les corrompus. Et comment vous voyez la RDC avec les années qui viennent sur cette problématique de la lutte contre la corruption? Est-ce que ça va se terminer? D'abord, parmi les instruments qui permettent à lutter contre l'évasion financière ou le détournement de fonds, ça signifie que nous devons d'abord, le taux de pénétration bancaire est faible en République démocratique du Congo. Il y a assez de liquidités avec les gens de gauche à droite. On ne contrôle pas assez. Il fallait d'abord, c'est pour ça que j'ai parlé ici au début de mes propos, qu'il fallait une réforme dans l'industrie bancaire. C'est-à-dire traçabiliser. Un autre instrument qui permet, pour freiner la corruption, c'est l'employabilité des uns et des autres. Ça signifie qu'il faut avoir des entreprises qui embauchent des Congolais et que ces Congolais sont payés voire des institutions bancaires, automatiquement on peut traçabiliser. Ça fait que pense uniquement à l'institution qu'on appelle IGF, qui est le contrôleur. En vrai sens, tout seul, il ne fera pas l'assiette. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut beaucoup en République démocratique du Congo, et puis la modernisation des institutions de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, les Congolais n'ont même pas la carte d'identité. Donc ça, déjà, pour traçabiliser le Congolais, il y a beaucoup de fichiers à porter. Parce que, par exemple, le fichier des travailleurs congolais, quand un travailleur, par exemple, d'Europe, en Djili, du côté de Kinshasa, commune de Kinshasa, on devait être au courant à l'employeur de là-bas qui n'ont fait attention, ces messieurs des gens de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup d'innovations à mettre sur l'espace public. Mais comme on a ignoré pendant longtemps le rôle du secteur privé, donc le secteur marchand, donc l'entreprise, et c'est ce qui fait aussi parce que l'allié du système public, c'est l'entreprise. L'entreprise a beaucoup de rôles. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, construire des maisons en République démocratique du Congo, 3/4 c'est fait autour de l'informel. Ça signifie que vous n'allez même pas contrôler. Vous allez voir quelqu'un sans crédit, mais il est tenté de bâtir l'immeuble. Ça, c'est des gens. Quels sont les instruments qui vous permettent de vous suspecter en disant cet immeuble-là est anormal et que c'est du blanchiment de fonds? Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement et le politique public de la République démocratique du Congo doit actionner une autre façon de faire. Et l'autre façon de faire, il faut avoir beaucoup d'instruments. Par exemple, prenons aujourd'hui l'officier de la police judiciaire, parce qu'il parle d'IGF. La police judiciaire, par exemple, ou le policier. Vous voyez dans la rue ici, comment les choses... Donc, il faut maintenant donner des voies et moyens. C'est pour ça que je lance l'appel humblement, en tant qu'un technicien, en disant, on ne peut pas dépenser plus de ressources uniquement autour du Parlement, ou le Sénat, ou le gouvernement. Il faut réduire ce que nous donnons à ces points-là pour que nous puissions donner, par exemple, à d'autres institutions, le secteur privé, le train de vie. Oui, mais pour compenser là où on pêche. Prenons, par exemple, l'Office de l'emploi. Aujourd'hui, on ne le sait même pas. Comment vous êtes en chômage de masse lorsque celui qui peut mouler les chômeurs
n'a pas de moyens. C'est l'une aussi des endroits où vous voyez aujourd'hui que la compréhension culturelle des Congolais n'arrive pas à faire la différence entre le travail et la maison. Donc la corruption aujourd'hui en République démocratique du Congo est dans tout le secteur et même dans la rue. Pourquoi on n'a pas mis beaucoup de verrous pour contrôler les Congolais lambda? Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut des réformes dans plusieurs secteurs qui vont permettre que Singapour l'a fait. Singapour le fait comment? D'abord, il fait monter le secteur privé, il fait monter l'industrie bancaire, il modernise, fait la modernisation de l'administration, et c'est ces instruments-là qui ont permis aux Singapouriens de vaincre la corruption. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on commence avec le contrôleur qu'on appelle l'IGF, mais lui tout seul, non. Je crois que le secteur privé a un énorme rôle à jouer. Vous savez, dans d'autres sillons, pour acheter par exemple un petit véhicule, il y a des montants limités. Vous allez chez un professionnel, dès que vous sortez le billet d'Elias de 10 000 $, vous direz non, non, monsieur, il faut venir avec le chèque bancaire. Parce que là, c'est pourquoi? Pour traçabiliser. Donc aujourd'hui, la plupart, mon compatriote parlait de secteur des services. Regardez l'industrie de services, 90% dans l'informel. L'hôtel ici, la plupart des hôtels, la plupart des taxis que nous prenons, la plupart, tout ça c'est dans les... Mais comment on va les contrôler? Comment on va les contrôler? On ne va pas les contrôler avec IGF. La masse monétaire qui se fait avec des combis, des quados, ainsi de suite. Vous allez le contrôler avec IGF? Non. Regrouper ces gens-là aux interfaces structurelles qu'on appelle des entreprises et ils vont avoir des comptes en banque, ils vont avoir des comptables, c'est là où on peut les contrôler avec les statistiques réelles de l'économie. Mais dire que uniquement IGF, chers journalistes, ça sera extrêmement difficile. Ok, on va aborder au moins le dernier point, c'est bien ce qui concerne la pauvreté qui entraîne en République démocratique du Congo. Et on commence avec vous, Ben Tchaboura. La pauvreté aujourd'hui, Sama Lukonde qui avait fait parmi ce point, ses priorités, on parle de la pauvreté. Est-ce aujourd'hui, on peut parler d'une fierté que la pauvreté que Sama Lukonde a toutefois chanté, que il a eu au moins à faire le sens? Parce que le Congolais en souffre toujours sur la pauvreté. Comment vous jugez ça? La pauvreté, c'est vraiment une gangrène qui est en train de ruiner même la population congolaise. C'est un problème très sérieux. Je crois que dès le départ, je le disais, je l'ai dit d'une manière un peu rébarbative, que c'est les objectifs qui s'étaient assignés étaient contradictoires par rapport à la base des données, en fait. Par rapport à la base des données, je crois que peut-être les données n'étaient pas fiables. Parce que quand vous donnez certains objectifs, pour les atteindre, il faut d'abord le moyen financier et le moyen aussi humain. Alors, dès lors que nous avons déjà un budget qui est peut-être mieux que l'année passée, mais qui n'est pas satisfaisant par rapport aux besoins, ça pose déjà un problème. Alors, tout ce qui peut ennoblir l'homme, tout ce qui peut faire sortir l'homme de la pauvreté ou de la précarité, c'est le travail. Mais quel est le taux d'investissement dans le budget de l'État? Vous pouvez déjà estimer. Vous allez voir si le peuple peut attendre quelque chose de cet investissement-là. Quels sont les mécanismes, quelles sont les réformes qui ont été mises en place dans l'économie congolaise pour permettre à ce que le paysan puisse avoir du sel, puisse avoir du sucre, puisse avoir donc les nécessaires de survie. C'est difficile déjà. À partir des infrastructures, on ne sait pas atteindre les coins de consommation. On ne sait pas relier le point de production au point de consommation. C'est déjà un problème sérieux. Ah oui. Donc, moi je pense que déjà au niveau du budget, le moyen n'était pas satisfaisant par rapport aux objectifs, effectivement. Et puis, il y a eu aussi la contradiction dans les objectifs. Alors, nous allons un peu revenir avec vous. Jeff Kankourou, vous êtes vous êtes au moins tout à fait politique du FCC, progressiste.
Et aujourd'hui, on parle de bilan Sama Lukonde, on parle un peu sur la pauvreté et que Sama Lukonde avait fait comme priorité. Est-ce que vous voyez que le gouvernement atteint ses objectifs sur ce point de la pauvreté? Est-ce que le Congolais aujourd'hui espère au moins vivre une meilleure vie? Après une année que Sama Lukonde est à la tête du gouvernement, je pense que tous les Congolais, également mes co-débatteurs sur ce plateau, voient l'avenir un peu sombre. De la même manière que le Congolais voit aussi cet avenir sombre avec ses gouvernements à la tête du pays, parce qu'au regard des objectifs même qu'on avait nommé M. Sama Lukonde à la tête du gouvernement, c'était pour éradiquer la pauvreté, faire en sorte que le Congolais puisse sortir de sa situation, de l'incertitude, voire des désespoirs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une année après, les Congolais peuvent se dire être satisfaits au fait du gouvernement ou bien du leadership de M. Sama Lukonde à la tête du gouvernement? La réponse est quasiment non. Parce que si vous regardez aujourd'hui la situation socio-économique de notre pays, il n'y a pas des avancements. Il n'y a pas des avancées significatives qu'on peut dire que voilà, depuis que Sama Lukonde est là, voilà tel aspect de notre pays ou bien de notre situation socio-économique qui évolue normalement. Et donc, parce qu'on juge un gouvernement par rapport à ses actions, par rapport à de telles actions. Vous allez voir avec M. Matata Ponyo quand il était Premier ministre, à son arrivée à la tête du gouvernement, Matata Ponyo avait donné des signaux d'espoir. Ce qui est contraire avec, ce qui est contraire avec Sama Lukonde. Nous ne savons même pas situer... Ce n'est pas le manque de moyens, un budget un peu qui n'était pas tout à fait... Non, ce n'est pas le manque de moyens. Aujourd'hui, on nous parle de 11 milliards. Aujourd'hui, on nous parle d'un budget de 11 milliards, c'est-à-dire le gouvernement est en capacité de pouvoir mobiliser ces moyens pour donner aux Congolais les espoirs qu'il attend de ce gouvernement. Parce que le président de la République, en créant même l'Union sacrée, avait dit que ce sont ses partenaires du FCC qui les bloqueraient au fait de ne pas réaliser ces actions du gouvernement. Or aujourd'hui, nous ne voyons même pas le président de la République prendre des décisions drastiques pour sanctionner ceux qui ne font plutôt absolument rien au sein de ce gouvernement. Parce qu'il y a des ministres qui, leur bilan est quasiment inexistant. Vous voyez aujourd'hui avec même le départ du ministre de l'économie, la situation économique n'a pas toujours changé. N'a pas toujours évolué. Est-ce qu'on peut dire que la sanction que M. Kalouba avait connue à l'Assemblée nationale avait apporté une nouvelle donne dans la gestion de l'économie de notre pays? Quasiment, la réponse est non. Alors, nous allons revenir avec vous, Mathieu Takizala. On prend un peu sur ces volets pauvreté en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on parle un peu de flambée de prix sur le marché des produits de première nécessité. Est-ce le gouvernement, Sama Lukonde, ne s'est-il pas préoccupé au moins à faire ce qui est essentiel? Peut-être que sur le plan national, comme M. Ben l'a dit, qu'en République démocratique du Congo, quasiment on ne produit rien. C'est le temps de faire quelque chose pour que nous puissions lutter contre cette situation? Le paradoxe de la République démocratique du Congo, vous entendez l'expression travailleur pauvre. Travailleur pauvre. Voilà. Donc la pauvreté en République démocratique du Congo il touche même ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. C'est un fait qui travaille, le revenu ne fait pas face avec la vie réelle. Or, normalement, pour accroître le revenu des uns et des autres, nous devons avoir aussi en face la production. La production nous fait défaut. Logiquement, il faut des négociations sectorielles parce que tout le monde n'est pas fonctionneur. Ce fait qu'il y ait 3/4 des Congolais travaillent du bord du secteur privé. Or, pour faire des négociations dans le secteur privé, il faut que l'État donne aussi des concessions. Mais les concessions dans des périodes cruciales de l'histoire de l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser l'imposition. L'imposition professionnelle. Et créer, par exemple, faciliter, accompagner l'acteur privé. Fait que créer, par exemple, des zones franches urbaines, des zones industrielles spécialisées, avec des loyers à des coûts faibles, qui peut permettre, parce que à celui qui est l'opérateur économique, de ce qu'il va gagner en subvention, qu'il essaie de réinjecter du côté de la paye des uns et les autres. Et puis, il faut investir plus sur la formation professionnelle, pas type
théoricien à l'école, mais proche de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les innovations, c'est fait autour de l'entreprise. Nous, le vrai péché qu'on a fait ici, on n'a pas enseigné aux Congolais la gestion de l'entreprise. On a enseigné aux Congolais uniquement la gestion de la sphère publique et de l'administration. Or, le 21e siècle, il faut que les gens fassent le distinguo entre l'entreprise et l'administration. L'entreprise nous fait défaut aujourd'hui. Parce que même aux États-Unis, cher Tchamala, l'emploi public, ce n'est pas 10%. 85% des emplois, c'est du bord privé. Or, que nous, ici, on a mis dos à l'emploi du secteur privé. Mais si aujourd'hui, l'inflation est de combien? Si l'inflation est de 8%, normalement, l'augmentation doit être de 8%. Et qu'est-ce qui fait encore le vrai bémol à l'Empire démocratique du Congo? Vu que les gens sont payés en francs congolais, mais en réalité, la vie, on suit des dollars. Dollars roi. C'est ça. Et au lieu que ça soit celui qui loue la maison en francs congolais, soit il paye aussi la maison en francs congolais via l'industrie bancaire, mais ce n'est pas ça. Il peut être payé à 10 000 francs. Or, quand vous sortez dans la rue, le dollar est à combien? À 20. Donc, la personne, où il va trouver 10 000? Donc, c'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de marge de manœuvre, mais il faut penser plus vers l'investissement. Ça signifie que sans investissement du bord de l'entreprise, ça va être extrêmement difficile. C'est pour ça que vous voyez du côté ghanéen, qu'est-ce qui se passe? Nana Akufo injecte 2 milliards à l'économie productive. Et c'est ça qui va faire que l'État va compenser la pauvreté en République démocratique du Congo, plus de chômeurs et plus de gens qui travaillent avec des revenus qui ne tiennent même pas compte, et puis chercher des voisins moyens, des réformes dans le secteur du logement, avec des logements subventionnés. Parce qu'il y a beaucoup de bas salaires en République démocratique du Congo, mais ces gens-là doivent être accompagnés. Moi, je trouve ça, prenons par exemple tous ces bâtisses-là, les anciens camps militaires, prenons par exemple l'hôtel Okapi, il y a des endroits où on peut bonifier. Comment un État comme la République démocratique du Congo, qui a une belle démographie autour de 120 millions d'habitants, mais qui n'a pas de politique d'urbanisation. La politique d'urbanisation, c'est uniquement vendre de la terre. Au lieu de construire des structures où l'État va s'enrichir, on ne peut plus continuer avec la logique économique de croire que vendre le métaux en briques, et que c'est ça qui va construire la République démocratique du Congo. On va revenir avec vous. Ben Tchabola, est-ce que aujourd'hui, le privé peut aider l'État à s'émerger, aussi à lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo? Parce que vous parlez souvent que le secteur privé est négligé en RDC. Est-ce qu'ils peuvent aider la République démocratique du Congo à faire l'essentiel? Effectivement. D'ailleurs, c'est le pilier, c'est l'allié privilégié de l'État congolais, le secteur privé. Il faudrait qu'on puisse faire des réformes et il faudrait que l'État congolais puisse intervenir sur le marché. Il y a 2 ou 3 mois, nous étions sur ce plateau en train de discuter. Je vais vous donner deux petits exemples contradictoires. On avait parlé ici du problème de billets d'avion. Le gouvernement s'est investi pour trouver des voies et moyens pour baisser le prix de billets d'avion. Mais on se disait, ça sera pour combien de temps? Donc il y avait des concessions dont l'État avait mis sur table, il y avait des concessions dont les privés ont mis sur table. Et si tu te rappelles bien, je te disais, si l'État ne respecte pas ses engagements, on va se retrouver dans le chaos. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'avion. Pour voyager aujourd'hui avec les entreprises locales, donc il faut attendre 1 semaine. Je viens de chercher mon billet aujourd'hui pour Goma, on m'a dit qu'il faut attendre jusqu'au jeudi. C'est ça la conséquence. Ça n'a pas d'impact sur la vie. C'est-à-dire tout n'est pas préparé. Mais là, l'inverse, ça aurait été quoi? L'inverse, ça aurait été quoi? C'était de négocier sur les frais. Parce que moi, je suis un individu, je prends un avion, vous me baissez des $100, c'est bien. Mais si j'importe, par exemple, toute une cargaison de riz ou de haricots de Goma qui va venir ici, mais le prix reste le même. C'est là où il faudrait négocier pour baisser les prix des frais, pour que les biens et services puissent circuler du point de production au point de consommation. Ça a d'impact direct sur la pauvreté. Mais si des messieurs dans une salle bien climatisée réfléchissent sur le prix d'avion individuel, on se disait déjà là, ça pose problème. Et puis au lieu de nous dire la vérité, puisque quand vous entamez le coût de billets, c'est-à-dire que les entreprises, vous ponctionnez quelque chose sur le bénéfice des entreprises. C'est-à-dire il n'y a pas eu en conséquence, il fallait améliorer l'offre. En améliorant l'offre, l'État devait acheter des avions ou soit les louer. C'est-à-dire maintenant, on nous a amené des avions de Congo Airways. Non, c'était de Kenya Airways.
tout en nous disant, par certains journalistes bien sûr, que l'État a acheté. Ça donnait un certain espoir. Ah oui. Mais quand Kenya Airways a retiré ses avions, il n'y a pas eu des informations. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est-à-dire que le gouvernement prend des mesures sur des données biaisées. C'est-à-dire que les éléments qui étaient à leur disposition n'étaient pas fiables. Ou soit c'est un problème des données, ou soit c'est un problème des animateurs. Et je crois qu'actuellement, même les animateurs posent problème. Alors, nous allons revenir avec vous encore pour un peu donner tour de table. Jeff Kankou, on parle un peu socio-économique, ainsi de suite. On a évoqué beaucoup de problèmes. Une année après, est-ce qu'il réussit pour le gouvernement Sama Lukonde, ou bien il faut que le chef de l'État puisse encore revenir avec un autre gouvernement, parce qu'on parle déjà un budget de 10 à 11 milliards de dollars. Est-ce que deuxième année, Sama Lukonde avec son gouvernement peuvent changer les données, ou bien il faut changer au moins les gens qui animent le gouvernement congolais? En fait, par rapport à cette question, je vais encore y revenir à ce que mon aîné ici a dit concernant la politique même du gouvernement dans le secteur de l'aviation. Vous avez remarqué que c'est avec précipitation que le gouvernement avait pris cette décision pour baisser le prix des billets d'avion. Mais aujourd'hui, ça a quel impact sur notre économie? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se déplacent facilement? Je peux adopter son idée, de dire non, voilà, l'État congolais pouvait adopter le système de baisser le prix des fret. Parce que c'est ce qui est important. Aujourd'hui, si vous allez pour exporter, importer chez nous, ici on vous dira peut-être que c'est plus cher qu'on achète de l'autre côté. Et c'est pourquoi, quand on amène ces biens de première nécessité ou biens services ici au Congo, on les vend cher. Or, on pouvait quand même prendre l'option de pouvoir baisser le prix de fret pour aider le commerçant ou bien le particulier dans le secteur privé de pouvoir injecter sur le marché les biens de première nécessité. C'est ce qui ne pas fait. Parce que c'est cela le problème. Donc, il y a un manque de politique de leadership dans la gestion de l'économie de notre pays, où le président de la République doit se réveiller, doit se mettre en action pour faciliter la circulation de biens de première nécessité. Tout ça la responsabilité incombe au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui pilote la politique de la nation. C'est lui qui est au four et au moulin. Donc nous ne pouvons pas jeter la responsabilité au chef de l'État, de prendre des mesures drastiques pour dire à Sama Lukonde, voilà, après une année Sama Lukonde a échoué avec son gouvernement. Mais oui, Sama Lukonde a échoué, je venais de le dire ici tout à l'heure, parce que son bilan n'est pas démontrable. Vous ne pouvez pas nous dire ici sur ces plateaux que Sama Lukonde a réussi dans tel ou secteur. Je ne sais pas moi dans quel secteur aujourd'hui nous pouvons dire que le gouvernement Sama Lukonde a réussi. Donc on jauge un bilan d'un gouvernement par rapport à la réussite. Si vous regardez même dans le secteur de la paix et de la sécurité, les gouvernements tournent en rond. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas des actions qui donnent espoir au peuple congolais que nous pouvons vivre dans un climat de paix. Et si vous regardez même dans le secteur du social, dans le secteur de l'éducation aujourd'hui, on parle même de l'augmentation des salaires des agents, des fonctionnaires de l'État, mais c'est à combien? Et ça a apporté quoi? Et si on vous paye 180 000 francs et vous venez, il faut payer la maison à $200 ou bien à 250 $, y compris la famille, où aujourd'hui les biens de première nécessité sur le marché, le prix ont galopé. Donc tout ça met en difficulté les Congolais de se dire, est-ce que nous avons un gouvernement capable de répondre à nos désirata? Il n'y a pas un gouvernement. Donc c'est au président de la République, de regarder, de juger et de jauger le bilan de M. Sama Lukonde par rapport aux missions lui confiées. Parce que le président de la République, en créant l'Union sacrée, avait dit c'est pour répondre aux désirata de la population. Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement Sama Lukonde a répondu à cette mission? C'est maintenant au président de la République de regarder la situation socio-économique du pays, de se dire, Sama Lukonde aujourd'hui avec son gouvernement, au regard du bilan inexistant, je dis à M. Sama Lukonde, je le remplace plutôt à quelqu'un d'autre, ou bien je remplace certains membres du gouvernement dans le ministère clé de la vie nationale. Nous allons revenir avec vous pour clôturer. On parle un peu dernier mot. Tekizala, vous avez le micro. Aujourd'hui, on parle un peu. Est-ce que ce n'est pas le projet de 145, le développement aux 145 territoires, qui pourrait au moins susciter
l'effort de tout ce qu'un peuple veut pour au moins avoir une vie sociale meilleure. Comment vous pensez d'abord le projet 145 territoires? Ça ne touche pas le cœur du Congo. En général, en économie, quand le système est frustré, on utilise les théories keynésiennes pour relancer la marmite. Mais logiquement, elle doit passer autour des entreprises. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a un déficit énorme dans le territoire. Présence des entreprises, ça fait vraiment un vrai problème. Je crois que si on a des difficultés aujourd'hui pour qu'on parle plus de l'avion, tout à l'heure mes deux compatriotes parlaient de l'avion, mais je connais qu'il y a des États même industrialisés qui sont privés des compagnies aéronautiques parce que le volume des gens qui peuvent utiliser ça et surtout les gens professionnels. L'avion, on ne regarde pas d'une façon de la saison où l'individu se déplace. On regarde l'avion avec l'épaisseur économique dans le territoire. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème de l'épaisseur économique. 145 territoires, parce que nous sommes presque à la fin. Dans le 145 territoires, c'est un programme type keynésienne, mais je crois que pour que ça puisse avoir l'essor sur l'ancrage sociologiquement de la République démocratique du Congo, il faut que ça tourne autour des entreprises. Oui, ça peut être mix. Et normalement, aujourd'hui, les entreprises type étatiques, voyons les limites de ces entreprises. Il y a même le problème de gouvernance de ces entreprises. Je n'ai jamais compris pourquoi on doit, le Congolais qui est par exemple dirigeant d'entreprise et qui n'est pas militant d'un carré politique, pourquoi il ne peut pas être dirigeant d'une boîte comme la SNEL, tout ça, ainsi de suite. Ça aussi, c'est des choses à réformer en République démocratique du Congo. Nous devons chercher l'objectivité des choses. Aujourd'hui, il faut regarder les choses. Il y a combien de gens qu'on laisse dans le carreau en République démocratique du Congo. Et pourquoi pour aller à Bwende, de Kinshasa à Bwende, nous devons prendre quel avion? Est-ce qu'on ne peut pas amener d'autres alternatives? Et qu'entre les provinces, il y a des entreprises comme à l'époque de la colonisation qui fait même des routes qui n'est pas bitumée, mais ça peut faire déplacer des échanges. Fait qu'il faut qu'on fasse revenir les entreprises, mais pour retourner des entreprises dans le territoire, il faut des niches. Il faut les mesures incitatives. Et c'est avec ces mesures incitatives qu'on peut faire un Congo qui gagne. Ok. Ben Chabola, 145, c'est ce programme de développement de 145 territoires. Est-ce que vous pensez ce meilleur? Malgré tout ce programme qu'on a à vivre en République démocratique du Congo, est-ce que le chef de l'État avec le gouvernement Sama Lukonde ont touché le vrai problème du Congo? Le projet, c'est un idéal, c'est un bon projet. Mais tout ce que moi je me pose comme question, est-ce que c'est basé sur des données fiables? Je reviens encore sur les données fiables. Est-ce qu'on a analysé en profondeur les différents territoires pour connaître les desiderata et leurs problèmes à résoudre? Est-ce que c'est parti sur une analyse saine de la situation socio-économique pour relever les défis? Je voulais brosser très rapidement il me reste par rapport au transport. 2 minutes. On pouvait désengorger le boulevard ici, le boulevard pour le problème des embouteillages. Nous avons un grand boulevard qui est vide, le fleuve Congo. Il suffisait de mettre un quai ici à Beach Ngobila, un quai à l'aéroport, un quai à Maluku, un quai là où on vend du poisson là, et qu'on mette des bateaux là. On n'a pas besoin de bitumer, on n'a pas besoin de faire la route. C'est déjà un boulevard naturel. Personne n'y pense. Personne n'y pense. Pourtant, ça va nous permettre de circuler sans problème. Il y a une masse humaine qui prend des trains tous les jours. Mais il faut voir dans quelles conditions. Mais si on mettait des bateaux qui faisaient, ça peut permettre à désengorger le boulevard. C'est entre autres. C'est-à-dire que nous devions réfléchir sur le vrai problème du pays. Apparemment, c'est comme si nos dirigeants se renferment dans des maisons climatisées, dans des bureaux climatisés, en train de réfléchir autre chose. 145, le territoire, le problème des territoires, il faut connaître les vrais besoins de la population. Qu'est-ce qu'on va faire dans tel territoire, dans tel autre territoire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans la symbiose. Quand on va mettre ensemble ces efforts-là, ce qui pouvait donner un résultat. Mais c'est basé plus sur le moyen financier, le moyen humain et la fiabilité du projet lui-même. Ah oui. Voilà un peu. Alors, pour vous, ce projet, on peut dire, c'est tout à fait une réussite. En fait, je ne suis pas trop... Je suis pessimiste par rapport à ce projet-là, compte tenu du comportement des animateurs.
je reste un peu trop pessimiste. Il faudrait peut-être aller par des projets pilotes. Il ne faut pas généraliser comme ça. Il faut aller dans tel secteur, voilà les avantages comparatifs dans ces territoires-là. Quels sont les avantages absolus, quels sont les avantages relatifs? Sur base de ça, on s'est dit que non, dans tel secteur, on peut faire ça, ça, ça et ça. Alors, si il faut généraliser tout simplement, on va construire les hôpitaux, les routes et tout ça. Est-ce que tout le monde a besoin des hôpitaux, des routes et tout ça? Non, je ne pense pas. Donc, à partir de ce point de vue-là, moi, je reste encore pessimiste. Et surtout, le comportement des animateurs me laisse très froid dans tout ça. C'est-à-dire pour vous, les animateurs de la République démocratique du Congo, gouvernement, ils n'arrivent pas à vous inspirer. Par le temps qui reste, il est pratiquement impossible et c'est une utopie. Une utopie. Alors, Jeff Kankou, dernier mot pour clôturer l'émission. Regarde. Justement, vous venez de suivre Takizala et Ben Tiabola. Quel regard que vous faites pour la République démocratique du Congo avec l'avenir? Est-ce la RDC inspire encore comme d'habitude, ou bien il faut toujours chercher des voies et moyens pour faire mieux une autre République démocratique du Congo qui sera meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? La RDC aujourd'hui, c'est comme on dit, terre d'espoir. Mais terre d'espoir qui manque de vrais leaders, de vrais dirigeants capables de relever le défi. Vous voyez, aujourd'hui, le président de la République nous a lancé un projet quasiment bon. Mais ces projets-là, est-ce que à la tête de ce projet, il y a des gens qui sont conscients de ce projet et ce qu'ils vont faire vraiment réellement ce que ces projets doivent faire? Parce que nous savons dans ce pays, c'est pas le projet qui nous manque, parce que nous avons lancé tant de projets, même avec ces gouvernements, avec ces régimes, nous avons lancé des projets Chilengelo, les projets Sanjou, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Est-ce que ces projets ont vraiment abouti à l'idéal ou bien à l'objectivité de la mise en place de ce projet? Je pense quasiment la réponse est non. Aujourd'hui, nous pouvons se dire qu'on est prêt, on peut soutenir ce projet. Est-ce que ce projet ne va pas bénéficier aux politiciens qui vont devenir au lendemain des nouveaux riches, au nom du peuple, au nom du projet qui était destiné au fait pour servir au peuple? Donc nous sommes habitués. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne donne pas même l'espoir aux jeunes. Vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, j'étais estomaqué quand le ministre plutôt de la jeunesse disait aujourd'hui les taux de chômage dans notre pays, ça fait un peu c'est 19%. Ans, il a dit qu'aujourd'hui 19%, je ne sais pas s'il avait depuis le président de la République qui est à la tête de la magistrature suprême, on a recruté combien de jeunes, on a donné combien de jeunes des emplois? Est-ce que vous savez combien des entreprises publiques de l'État qui ont été créées? La réponse est non. Et je ne sais pas sur base de quelles statistiques je pense qu'il avait pris quelque chose avant d'annoncer le ministre de la jeunesse a dit ça. Bon, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Et peut-être c'était pour impressionner, moi je dis impressionner les soi-disant investisseurs, pour dire non, voilà, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de problème de chômage. Or, nous savons bien que dans notre pays, le problème le plus majeur qui gangrène le secteur de la jeunesse, c'est le manque d'emploi. Est-ce que aujourd'hui l'État congolais a une politique pour éradiquer ces fléaux qui frappent la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a pas d'espoir. Si vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens qui quittent ces pays pour aller se réfugier soit en Europe, dans d'autres pays, ce sont des jeunes. C'est-à-dire, ils trouvent que dans leur pays, le pays ne leur donne pas la chance de pouvoir espérer, de pouvoir trouver de l'emploi. Ceux qui survivent dans ce pays, ce sont de robistes comme Takizala. Il a créé sa propre société et là, il peut engager 4-5 jeunes. Vous voyez? Mais d'autres jeunes qui n'ont pas de moyens de pouvoir créer, de pouvoir investir, d'entreprendre, donc ils sont fauchés, ils comptent que sur l'avenir, aller chercher peut-être ailleurs dans d'autres pays. Alors Takizala, votre dernier mot, on clôture par là, 30 secondes. Moi je crois qu'il faut la logique des grands travaux, il faut le financement, il faut des réformes. On ne va pas s'en sortir sans les réformes. Depuis les années 70.
Mais vous savez, les réformes sont dans tous les secteurs en République démocratique du Congo, mais il faut qu'on soit avec des secteurs qui vont influencer les autres secteurs. Par exemple, l'industrie bancaire va influencer beaucoup de secteurs. Par exemple, le logement va influencer beaucoup de secteurs. Par exemple, l'agriculture va influencer beaucoup de secteurs. Et les éclaircissements entre la petite entreprise et la grande entreprise, le fournisseur et le détaillant, ça va changer beaucoup de choses en République démocratique du Congo. Et comment? Parce que normalement, pour former les Congolais, le marché de l'emploi doit permettre à ceux qui forment, qui on peut former. Je crois qu'il y a beaucoup de... Même en ce moment, il y a une urgence. Vous savez, quand quelqu'un est en retard, il ne danse pas, il court. Et je crois que nous devons courir en République démocratique du Congo. Ben Tchabola, vous placez un mot en clôture? Effectivement, nous devons courir dans ce pays. Mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse baser le développement de ce pays sur des mensonges. Les statistiques qu'on est en train de nous donner, je viens de lire encore une fois sur les réseaux que la DGI vient de réunir 2860 000 milliards en 2 jours de francs congolais, soit 1 milliard de dollars. Ce sont des faussetés sur lesquelles les investisseurs ne peuvent pas venir. Quand on analyse froidement... C'est-à-dire il faut dire au moins la vérité. Hein. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut qu'on dirige, qu'on ne mette pas la dose politique dans la question politique. Et la place de l'investisseur local, la dette intérieure, personne n'en parle. Oui. Donc il faut accompagner. C'était tellement très intéressant. On nous a regardé de partout. Je pense qu'on va revenir prochainement avec... d'autres débats. Merci Ben Tchabola, merci Jeff Kankou, Mathieu Tagizala, merci. Le plaisir. C'était Cartes sur table. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Merci, au revoir.